Nous vous proposons d'écouter dans un instant Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail enregistré le lundi 9 décembre 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Dans cette rencontre, Yves Le Pestipon commentait l'illusion comique de Pierre Corneille et plus précisément l'acte 2, scène 1-2, vers 215-271. Bonne écoute. Voilà, donc l'heure étant l'heure ce soir donc de décembre pour ce nouveau classique au détail donc de cette série que la plupart d'entre vous connaissez ou tous les mois à peu près. J'essaie de présenter un texte classique ancien de la littérature donc du XVIe au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Et donc je ne présente pas les auteurs contemporains, y compris ceux qui sont morts, comme Jacques Roubaud il y a 3 jours à peu près, qui est très estimable, mais qui est un homme du XXe siècle. Et donc voilà, il n'est pas dans les classiques au détail, bien qu'il se soit lui-même fort intéressé à la littérature ancienne et aux troubadours. Alors aujourd'hui, je vous propose un des auteurs les plus classiques qui soit, parmi les classiques, dans tous les sens du mot classique, parce qu'on l'étudie dans les classes en effet, et parce qu'aussi on dit que c'est un représentant parfait de l'époque classique, et il s'agit en effet de Pierre Corneille, et non pas de son frère Thomas Corneille, qui était beaucoup plus célèbre à l'époque. Thomas était l'homme des grands succès. Corneille a eu beaucoup d'échecs dans sa carrière. Alors, Corneille, on le connaît très bien. On le connaît à cause du Cid en particulier. Et les amateurs et les amoureux de Gérard Philippe le connaissent à cause de Gérard Philippe parce que tout le monde a vu un jour ou l'autre, il y a eu un poster de Gérard Philippe. Et donc, le Cid, c'est effectivement ce qui marque le début illustre de la carrière de Corneille en 1636-37. Mais Corneille, ce n'est pas tout à fait son début. Avant le Cid, il y a d'autres pièces qui sont essentiellement des comédies. Et après le Cid, il y a d'autres pièces. On connaît en général, par souvenir scolaire, Horace, Cinna, parfois Polyeucte, d'autres bien sûr encore qui arrivent jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a un grand paquet de pièces de Corneille, très diverses. Mais on va dire que jusque dans notre représentation, c'est le Cid qui est vraiment la pièce de Corneille. Et il y en a juste au moins une autre parmi les pièces qui précèdent, qui est juste avant le Cid, qui est 1 an avant le Cid, qu'on joue moins, qu'on n'a pas joué pendant des années, qu'on rejoue maintenant pas mal, qui s'appelle effectivement l'illusion comique. Alors, cette pièce, elle fait qu'on a un peu tort presque de dire que c'est dans les classiques au détail, parce que quand Corneille présente cette pièce, dans un petit texte liminaire, une lettre à une dame dont on ne sait pas qui c'est, à mademoiselle MFDR, qui c'est, mademoiselle 2F2R, très bien, qui met au début de sa pièce, il écrit « Mademoiselle, voilà un étrange monstre que je vous dédie ». Et donc, il définit lui-même sa pièce comme un étrange monstre. Étrange et monstre, strictement à l'inverse de ce que nous appelons en général classique. Parce qu'on appelle en général classique, c'est des choses ordonnées, qui sont compréhensibles par la raison, qui ne contredisent pas le bon sens. On n'est pas du côté de l'étrangeté, et on est encore moins du côté de la monstruosité, en principe, puisqu'on doit voir apparaître des personnages, des héros et des situations dont on peut rendre compte assez facilement. Et alors on sait très bien comment Boileau va expliquer dans l'art poétique qu'un seul acte, qu'un jour, qu'un lieu, un seul acte accompli tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Donc il y a des règles, un jour, un lieu, un seul acte, et puis quelque chose dont on peut rendre compte apparemment. Voilà. Et donc cette idée de monstre, et cette idée d'étrange, c'est évidemment presque l'inverse de ce qu'on appelle classique. Le classique, c'est l'inverse de l'étrange, apparemment, et c'est l'inverse de la monstruosité. Il y a une notion qui vient un peu pour caractériser ça, et on y reviendra un petit peu, c'est la notion de baroque. Et en effet, on a souvent dit que cette pièce et une partie de l'œuvre de Corneille, ce n'est pas du classique, c'est du baroque. Alors on sait à peu près ce que veut dire baroque. Le mot baroque en général, c'est donc étrange, bizarre, plus ou moins extravagant, en littérature et en peinture. En musique, on donne un sens un peu différent. Parce qu'on va dire volontiers que la musique de Bach, voire la musique de Mozart, sont des musiciens baroques. Ce qui n'est pas le même sens que lorsqu'on dit que tel ou tel est baroque, tel ou tel personnage, telle ou telle situation. De ce point de vue, Bach n'est pas du tout baroque si on se dit étrange, bizarre, dissonant, quelque chose de ce genre. Mais le mot baroque lui-même, en littérature, est employé
assez récemment en réalité, à cause d'un mot portugais, barroco, une perle baroque, c'est une perle qui serait dissymétrique. Donc au lieu d'être sphérique, elle est un peu bizarre. Et donc baroque, ça veut dire quelque chose d'un peu bizarre. Et la pièce de Corneille, dont on va parler dans un instant, eh bien, est en effet une pièce assez bizarre, on va le voir dans le passage qui est là, étrange, à bien des égards monstrueuse. Et donc, quelque part, aujourd'hui, c'est un classique au détail qui devrait s'appeler plutôt baroque au détail, de ce point de vue-là, même si, effectivement, Corneille, en effet, est étudié dans les classes et est présenté comme étant le modèle même, quelque part, de l'art classique, qu'il est devenu après l'illusion comique, après le Cid, et surtout vers la fin de sa vie, quand il s'est mis à revenir sur ses pièces antérieures, à les modifier, à les examiner, à les étudier, à essayer de devenir ce que nous appelons davantage classique. Mais quand il fait jouer l'illusion comique, on n'est pas encore à l'époque classique. Si on appelle l'époque classique, l'époque du roi Soleil, l'époque Louis XIV, l'époque des jardins à la française, on est un peu avant. On est sous le règne du roi Louis XIII, qui est un roi un peu curieux à bien des égards, et sous la gouvernance, Louis XIII avait trouvé un Premier ministre, c'est pas comme tout le monde, il lui avait trouvé un Premier ministre, il s'appelle Richelieu. Et Richelieu est un type qui est très puissant, très organisé, on va dire très rationnel, et qui est aussi extraordinairement intéressé par le théâtre. Il essaie lui-même d'écrire des pièces de théâtre, il demande aux écrivains, dont Corneille, d'écrire pour lui des pièces de théâtre. Donc on est à un grand monde du théâtre, mais on n'est pas dans ce qu'on appelle habituellement l'époque classique. Si on se dit l'époque classique, c'est l'époque de Louis XIV, et peut-être même de ce qui suit de Louis XV, c'est-à-dire l'époque de Versailles, des jardins à la française, dans un autre moment qui peut-être, qu'on peut appeler baroque si on veut, si on tient absolument à mettre des étiquettes, même si elles ne sont pas très vraies. Alors, en 1635, au moment où Corneille publie la pièce, fait jouer la pièce, il la publie un petit peu plus tard, Corneille est un homme jeune. Cet homme est né en 1606, donc il a moins de 30 ans. Corneille, normalement, n'aurait pas dû devenir un auteur de théâtre. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Pour employer une expression très laide d'aujourd'hui, ce n'était pas dans son ADN, même si ça n'a aucun sens d'employer des expressions comme ça quand on parle des vocations littéraires. Corneille est né à Rouen en 1606. Il est dans une famille de bourgeois, de notables du coin. Son père avait quelques points communs avec le père de La Fontaine, et d'ailleurs de La Fontaine lui-même. Il était maître des eaux et forêts. C'est-à-dire il s'occupait en particulier de la chasse, des répartitions des territoires, des choses comme ça. Et il gagnait assez bien sa vie. Et quand on est dans ce genre de milieu, c'est la même chose pour La Fontaine, un peu plus tard. La Fontaine naît 15 ans à peu près après Corneille. Eh bien, ce qu'on propose aux fils, c'est soit de faire de la carrière militaire, soit de faire une carrière ecclésiastique, soit de rentrer dans le droit. Et c'est les études vers lesquelles se destine effectivement Corneille. Donc tout est prêt. Corneille, fils d'une bonne famille bourgeoise, maître des eaux et forêts, un peu d'ailleurs comme Flaubert, 2 siècles plus tard, de la Normandie, se prépare à être un avocat, ou un juge, ou un parlementaire, enfin toutes sortes de métiers de ce genre-là. Alors on ne sait pas trop comment ni pourquoi il est arrivé au théâtre. Il est tombé amoureux d'une fille. Ça arrive, voilà une certaine Catherine Huet, voilà. Il s'est trouvé qu'un groupe de théâtre est passé à Rouen quand il avait 15-16 ans. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Mélite, qui est une comédie, qu'il a manifestement confiée à cette troupe de théâtre. Alors le troupe de théâtre circulait, enfin, quand on voit le film d'Ariane Mouchkine qui s'appelle Molière, qui n'est pas tout à fait exact, mais ça fait rien, on voit bien ces troupes de théâtre qui circulent un petit peu partout, donc ils vont à Paris, à Lyon, à Toulouse ou ailleurs, et qui baladent des pièces et qui les jouent à droite à gauche. Et donc Mélite, cette troupe de théâtre va la prendre et va la jouer à Paris, et avec immédiatement un succès assez considérable. Et donc Corneille va être lancé par une troupe qui va devenir la troupe du Marais ensuite, c'est-à-dire dans des théâtres importants du moment. Et tout de suite, c'est un auteur de comédie très compliquée, avec des intrigues, des renvois, des masques, etc. Et c'est une histoire d'amour. Et donc Corneille, alors qu'il n'est pas prévu qu'il devienne homme de théâtre, probablement parce qu'il est tombé amoureux, et probablement parce qu'il a rencontré les gens de cette troupe de théâtre qui passe à Rouen, écrit cette pièce d'amour, les types la prennent, et puis voilà. Et puis alors la machine se met en route, et Corneille va écrire un certain nombre de comédies pour cette troupe de théâtre qui vont avoir un certain succès. Donc L'Itendre, la Galerie du Palais, une pièce vraiment magnifique qui s'appelle La Place Royale, qui est dans ce qu'on appelle maintenant la place des Vosges. Donc c'est une espèce d'échange très compliqué, de rapports amoureux, de gens qui circulent, etc. Et au bout du compte, l'illusion comique aussi, il y a une tragédie qu'il écrit. Et donc le premier Corneille, ce n'est pas du tout un auteur de tragédie, c'est un auteur de comédie, et de comédie qui ne ressemble pas du tout
à celle de Molière. Les comédies de Molière, on va dire pour faire le plus simple du plus simple, on caricature un petit peu, c'est toujours un jeune homme et une jeune fille qui sont embarrassés quand ils s'aiment par un barbon quelconque ou par une maman un peu pénible, voilà, qui est plus ou moins savante. Et bon, voilà, on va essayer de trouver une solution. Et Scapin ou un autre, un valet, va essayer de convaincre que le mariage est possible au bout du compte. Donc ça, c'est le schéma basique des comédies de Molière, qui vient en fait de l'Italie, même s'il y a d'autres types de comédies chez Molière, comme par exemple Don Juan. Mais chez Corneille, ce n'est pas du tout ce modèle de comédie, avec des valets très rigolos, des espèces de Georges Dandin ridicules et autres. C'est des situations très compliquées, qui ressemblent davantage à des pièces de Rohmer, par exemple, enfin des films de Rohmer aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu, des choses avec une profondeur très grande. Par exemple, dans une de ces pièces, il y a un personnage qui a surtout pas envie de tomber amoureux. Il est amoureux, mais il veut pas être amoureux. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que justement, il est amoureux, voilà, parce qu'il ne veut pas être soumis à la tyrannie de l'amour. Et ce personnage ridicule, on peut en connaître, hein, toujours bien entendu, est un personnage qui n'est pas du tout un personnage de Molière. Alors, l'illusion comique, c'est une pièce qui ressemble vraiment pas du tout, effectivement, à une pièce de Molière, bien qu'elle soit en 5 actes et en vers, comme, je ne sais pas, le Tartuffe ou comme le Misanthrope. C'est une pièce qui, effectivement, est un étrange monstre. Il y a de tout dedans, il y a des scènes tragiques, il y a des moments où quelqu'un se fait tuer sur la scène, au moins apparemment. Il y a un sorcier, il y a une grotte. Ça dure plusieurs jours, on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas où ça se passe vraiment, quelque part. Bon, il y a un nom de ville qui est nommé Rennes à un moment. Il y a des types assez bizarres. Il y a des sortes de fantômes qui apparaissent. Il y a des moments où c'est vraiment rigolo. Il y a une prison. Il y a des personnages absolument ridicules. Et la moitié du temps, on n'y comprend rien. Voilà, quand on la lit, quand on la suit, il faut vraiment par moment lire le résumé pour se dire, mais alors, qui est qui, donc quoi, et qu'est-ce qui se passe, en gros. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'elle est très compliquée, mais enfin, pour faire au plus simple, ce qui va nous amener au texte qui est là, il y a un brave homme qui est un père de famille qui s'appelle Prix-d'Amant. Alors, Prix-d'Amant, c'est un nom de roman. Prix d'amant, voilà, Pride, amant, enfin voilà, Prix d'amant, etc. Cet homme est un peu embêté parce que son fils a foutu le camp. Son fils a un nom aussi de roman et de théâtre. Il s'appelle Clin d'Or. Alors Clin d'Or, c'est on dirait presque un nom de théâtre, hein, d'autant plus que le comédien qui a sûrement joué cela s'appelait lui-même Mondori, Mondor, et donc il y a quelque chose comme ça. Clin d'Or, on voit bien un petit peu. Et donc, le papa est un peu embêté, enfin, il est très malheureux, parce que son fils a disparu. Bon, ça arrive, alors au lieu d'appeler Interpol aujourd'hui, ou la police, ou je ne sais pas qui, voilà, il va voir un petit peu ses copains, et il y en a un qui lui dit « Ah, mais je connais un magicien qui s'appelle Alcandre. » Alors, Alcandre, c'est un nom qui vient de l'Antiquité, on le trouve chez Homère, et ça veut dire un homme vraiment fort, puissant. Ce magicien extraordinaire, il est parfaitement capable de faire apparaître des gens qui ne sont pas là. Et donc, je vais te le présenter. Et il va te faire apparaître, effectivement, ton fils qui n'est pas là. Et donc, ça, c'est le premier acte. Bonjour Alcande, Prix-d'Amant, voilà. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de papa débile, il n'y a pas de maman pénible, il n'y a pas de jeunes gens qui sont amoureux les uns des autres, etc. Il y a un père qui a perdu son fils et qui se dit, voilà, j'aimerais bien le revoir, et un magicien apparaît. Alors, le magicien, on reviendra un petit peu dessus. Alors, ce magicien, effectivement, il a une grotte. Alors, hop, grotte, très bien. On aime bien les grottes au XVIIe siècle. Et il fait apparaître, effectivement, Clin d'Or, avec un tas de personnages autour de lui, dont l'un est resté célèbre dans la littérature, même dans le cinéma, qui s'appelle Matamor. Alors, Matamor, c'est le tueur de mort, un personnage absolument ridicule. Hein. Il est prêt à tuer tout le monde, il a tué tout le monde, toutes les femmes sont à ses pieds, etc. Enfin, il est formidable. Et donc, il est très trouillard, donc il est parfaitement ridicule. Et en fait, il est le maître de Clin d'Or. Et s'ensuit toute une intrigue dans laquelle Clin d'Or et Matamor se trouvent mêlés à toute une série d'histoires très compliquées, parce qu'il y a évidemment des filles, il y a des rivaux. Clin d'Or se retrouve en prison à un moment, alors je ne vous explique pas pourquoi, donc il enseigne en prison, voilà, emprisonné par un rival qui le dénonce, par une autre fille qui est amoureuse de lui, enfin tout ça très compliqué. À la fin, il se fait tuer par un autre type, et le père assiste à cette scène. Il voit son fils être tué sur la scène dans la grotte. Alors il pleure, il est malheureux. Et là, on lui dit, comme à la fin d'un film de Jacques Mitch. Certains peut-être ont vu un film de Jacques Mitch qui s'appelle Le fils de Landertal, dans lequel j'ai moi-même joué un rôle, hein, voilà, même plusieurs en fait en réalité. Donc il y a une histoire de tombeau, de découverte de quelque chose de l'époque, disons, des hommes de Landertal. Et on n'y comprend plus rien au bout d'un moment d'ailleurs. Aussi, voilà, c'est terrible. Moi-même, je ne comprenais pas le scénario quand je suis entré dedans. Mais à la fin, crac,
On est dans une grotte, évidemment, toujours dans une grotte, dans l'Ariège, hein, c'est plus simple, voilà. Et on apprend qu'en fait, ce qu'on voit, c'était un film qui était tourné. Hein, voilà, c'était un film qui était tourné. C'est rigolo, c'était une blague, enfin, etc., etc. Et donc, le public qui, pendant une heure à peu près que dure le film, a été mené en bateau sur une pseudo-découverte archéologique au Pays Basque, naturellement, avec du faux accent basque, avec des types complètement débiles, comme moi, en train de jouer le professeur Chasuble et de raconter n'importe quoi. Le public, qui y croit, naturellement, apprend, mais un peu tard, on va dire comme Bernard Fontaine, que tout ça, c'était un joke, un film, que c'était faux. Et donc, c'est amusant, c'est un peu irritant aussi, hein, quand on a fait les premières projections du film, il y a des gens qui nous ont engueulés, vraiment, c'est scandaleux, vous nous avez menés en bateau, vous avez fait un faux film d'Arte, c'était pour un 1er avril d'Arte. Voilà. Alors, à la fin de la pièce de Corneille, il y a la même chose. C'est-à-dire, brusquement, alors que le père est en larmes, il a vu son fils mourir, puis passer par des situations de déshonneur, la prison, en fait, tout ce que vous voulez. On apprend qu'on vient d'assister à une pièce de théâtre, que dans la grotte, effectivement, Alcandre a fait apparaître ce que faisait Clindor. Qu'est-ce que faisait Clindor? Il avait foutu le camp de chez son père pour faire une carrière au théâtre. Alors, le papa n'était pas content au début, parce que, vous comprenez, c'est la vie de Molière. Vous êtes un bon bourgeois, vous appelez prudemment, etc. On est au XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est très différent. Tout le monde est très content que le fils devienne Depardieu ou n'importe quoi de ce genre. Voilà. Mais à l'époque, évidemment, c'est une sorte de déshonneur. Vous savez que les comédiens ne seront pas enterrés. Mais au XVIIe siècle, le théâtre monte en puissance. C'est un moyen de gagner de l'argent. Et à la fin, prudemment, le papa découvre que son fils, eh bien, il est devenu notable et même riche parce qu'il fait du théâtre. Il n'est pas mort, ça c'est pas mal, hein, déjà, voilà. Il n'est pas déshonoré, mais en plus c'est bien. Et donc la pièce finit par un éloge du théâtre. Vive le théâtre qui permet de faire des illusions en tout genre, des illusions comiques, on va y revenir, et qui en plus permet d'avoir de l'honneur et de gagner sa vie. Donc c'est une sorte d'éloge du théâtre que cette pièce. L'illusion comique, c'est quelque part la vérité du théâtre, c'est que d'une part, c'est une illusion, mais que d'autre part, c'est bien le théâtre. C'est vraiment bien, et c'est même moral, et ça rapporte de l'argent. À l'époque, hein, voilà, c'était le moment où le théâtre, vous savez, le XVIIe siècle, sont ouverts un peu partout des théâtres, il y avait des troupes un peu partout, et effectivement, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Les gens allaient au théâtre, voulaient voir des pièces de théâtre, dans des conditions qui sont très différentes d'aujourd'hui, mais ça fonctionnait vraiment. Donc c'est une sorte d'apologie du théâtre. Alors, évidemment, c'est assez monstrueux, parce qu'on voit bien, au début, on a quelque chose qui est pathétique. Un père qui est douloureux. Son fils a disparu. Donc c'est du pathos. Hein, voilà, c'est papa, il est malheureux, son fils a disparu. Miracle, un magicien apparaît qui s'appelle Alcandre, qui fait sortir une grotte. Alors notre ton, c'est le fantastique, l'héroïque fantasy. Hein, voilà, poum poum, voilà. Et alors les metteurs en scène peuvent y aller, hein, avec les éclairs, du tonnerre, des ours qui apparaissent, ce que vous voulez. Enfin voilà, on peut faire des effets à machine, hein, tranquillement. Hop, sort de la grotte un type complètement dingue qui est Matamor. Alors là, c'est rigolo, c'est Don Quichotte plus, hein, voilà, on va voir un petit peu comment il parle celui-là. Donc on est dans la comédie et dans la farce. Puis après, il y a une histoire d'amour, très compliquée, hein, que Clindor tombe amoureux d'une fille, hein, il y a une rivale aussi, là, qui se retrouve en prison, pathos. Clindor est enfermé dans sa prison, tout seul, terrible prison, et il fait des vers magnifiques, voilà. Pathétique du fils, et puis évidemment, on aperçoit par derrière sur la scène, Pridamant, qui voit que son fils est en prison, donc il est très malheureux, donc le père est malheureux parce que le fils est malheureux, enfin, etc. Et donc, meurtre, tragédie, sang qui coule, enfin voilà, enfin terrible. Et puis aussi, cow-boy indien, détective, tout ce que vous voulez. Voilà, non, la télé, la chaîne, 6, si vous voulez, très bien, le soir. Et puis à la fin, paf, c'est fini. C'était qu'une illusion, c'est du théâtre, vive le théâtre. Là, on est sur Arte, si vous voulez. Hein, voilà. Et théorie du théâtre, on se réunit. Voilà. Le théâtre, c'est très très bien parce que, voilà, envoyer des subventions, le roi, etc. etc. Vous voyez, enfin, choses comme ça. Voilà. Et donc, le théâtre est digne, valable, puissant. Donc, on a quelque chose qui a plein de tons. Du pathétique, du fantastique, du comique, du tragique, et on veut dire du moral intellectuel, de la propagande pour le théâtre, quelque chose comme ça. À la fin, c'est un grand discours sur le théâtre, hein, voilà, tout simplement, qu'on peut isoler, qu'on peut étudier à les étudiants comme étant un point de vue sur le théâtre au XVIIe siècle. Donc tout ça, c'est pas le même ton, c'est pas les mêmes sujets, et si on veut rentrer dans les détails de l'intrigue, bon, il y a vraiment des moments où on ne sait plus qui est qui. C'est assez simple. Il faut regarder le résumé pour vraiment comprendre la deuxième, troisième lecture. On comprend si la mise en scène vise un peu la clarté, on arrive à comprendre à peu près, mais on est dans quelque chose qui tourne de tous les côtés. Donc c'est à bien des égards étrange, si on pense au classicisme, et c'est monstrueux. Mais en même temps,
Cette idée de monstre, elle est fondamentale dans le théâtre. On l'a vu ces derniers temps grâce à Jean-Luc Moudenc. Jean-Luc Moudenc est un très grand metteur en scène, hein, vous l'avez remarqué. Il met les moyens. Hein, donc il fait construire par la compagnie La Machine des monstres, bien sûr, qui sont gros. Hein, ils sont gros, hein, ça on ne peut pas te dire le contraire, ils sont gros. Le Minotaure, donc c'est très gros. Effectivement, ce sont des monstres, c'est-à-dire quelque chose avec tous les sens de quelque chose qu'on montre. Tiens, t'as vu le Minotaure? Bon, il est gros, hein, ça c'est sûr. Il est beau, il est pas beau, la fille aussi. Enfin voilà. En même temps, quelque part, le monstre nous montre. Parce que si je dis ça c'est un monstre, ça révèle aussi ce que je suis moi-même. Si je dis c'est un monstre parce qu'il est très grand, ça veut dire que moi je ne suis pas très grand, par exemple. Si je dis c'est un monstre parce qu'il est très laid, je dis c'est ça mon idée de la laideur, etc. Donc le monstre, c'est quelque chose que je montre, qui me montre en même temps. Et on va dire ça. Partie liée profondément avec l'idée même du théâtre, parce que quelque part au théâtre, l'acte fondamental, on va dire, les spectateurs se disent, tiens, il y a des types sur la scène qui sont en train de faire des trucs un peu bizarres, alors ils chantent des chansons, ils se mettent tout nus, ils poussent des cris, etc. C'est assez bizarre, ils font pas ce qu'on fait d'habitude tout à fait dans la rue, en tout cas, ils sont habillés autrement. Vous avez vu les évêques l'autre jour, là c'était assez extraordinaire, enfin voilà. Vous avez vu comment ils sont, voilà, on aurait dit Fellini, Roma, dans les années 60, voilà. Et là, on se dit, c'est intéressant, là on est vraiment dans le théâtre, quelque part, on le montre, que ce soit beau, laid, débile, passionnant, peu importe, on le voit véritablement. Et en même temps, ça nous révèle quelque chose. Notre culture, nos interdits, nos passions, etc. Donc le théâtre a vraiment partie liée depuis fort longtemps avec cette idée de la monstruosité. La monstruosité, c'est pas nécessairement des minotaures, c'est pas nécessairement aliens ou quelque chose de ce genre. Ça peut être simplement une sorte de monstruosité psychologique ou n'importe. Hein. Dans le théâtre de Thomas Bernhard, il y a plein de gens qui sont assez bizarres et monstrueux. Ça peut être Uburois, bien entendu. Et voilà. Et on se montre un peu les choses dans tous les sens. Et donc, cette idée que c'est un monstre a partie liée vraiment avec le théâtre, y compris chez Racine. À la fin de Phèdre, hein, de Racine, la pièce la plus classique, on va dire du répertoire classique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, Phèdre se découvre dans son désir pour Hippolyte, qu'elle n'a pas le droit d'avoir, en tout cas qu'elle juge qu'elle n'a pas le droit d'avoir. Elle se découvre elle-même monstrueuse et, au bout du compte, sort de la mer un monstre abominable qui va tuer Hippolyte, le beau jeune homme élégant, agréable, positif, apollinien, etc. Et Théramène va raconter la mort d'Hippolyte tué par le monstre. Et alors vraiment, c'est intéressant parce que c'est pas mal. Hein. Enfin, il y a un jeune homme très sympa, joué par Leonardo DiCaprio, si vous voulez, qui est très beau, qui va sur la plage, tout ça, moi, puis dans le sable chaud. Et il y a un monstre abominable qui sort de la mer et qui le bouffe. Là, on est dans le cinéma, dans le théâtre, quelque chose d'intéressant qui nous fait peur, qui nous attire, etc. Et donc, cette idée de la monstruosité a partie liée avec le théâtre depuis bien longtemps, mais aussi dans l'Antiquité, bien sûr, et aussi l'idée d'étrangeté. Au fond, au théâtre, on va voir des choses qui sont quelque part extérieures à ce que nous sommes, et qui peut-être vont être vraiment tout à fait ce que nous sommes, parce qu'en effet, c'est vraiment extérieur apparemment à ce que nous sommes. Tartuffe, quelque part, est pas le type avec qui je vis. Il est étrange. D'abord, il y a ce nom, simplement, Tartuffe, un nez de truffe, enfin un truc comme ça, un nez d'animal. Il est vraiment monstrueux à bien des égards. Mais en même temps, cette étrangeté, ce moment que je vais passer à regarder cette histoire très bizarre, très étrange, m'instruit aussi de ce que je suis, de ce qu'on m'est proche, etc. Et donc cette idée d'étrangeté a quelque part partie liée avec le théâtre, cette idée très profonde. Voilà. Mais en même temps, si le théâtre n'est que monstruosité et étrangeté, il n'est pas théâtre, quelque part aussi. C'est un problème, parce qu'effectivement, ça devient le jeu du cirque, simplement. Et ce qu'a fait, supposons Jean-Luc Moudenc, mais bien d'autres aussi, de faire défiler des minotaures, c'est-à-dire un minotaure, c'est-à-dire une sorte de monstre gigantesque qui attire la foule, qui est fascinant, qui est détestable, enfin, tout ce que vous voulez. On voit bien qu'il y a quelque chose à faire avec le théâtre, mais que le théâtre ne consiste pas, effectivement, simplement à faire défiler des minotaures ou ce que vous voulez, hein, des aliens, des géants, n'importe quoi, dans la rue, qui a aussi, effectivement, un travail de construction, on va dire presque rationnel, presque de normalité, et donc effectivement un côté classique. Et Corneille est pris entre ces deux exigences, faire un truc vraiment monstrueux et vraiment étrange, et puis en même temps trouver un ordre. Il va passer sa vie à essayer de trouver ce point d'équilibre. Heureusement, il ne l'a jamais tout à fait trouvé. Et ne trouvant pas, son théâtre est véritablement vivant. Hein, le Cid, vous savez, donc, il présente une pièce qui ressemble à bien des égards à celle-là, et on va le voir avec la figure du Matamor. Mais les types à l'époque lui ont dit, mais non, ça va pas, c'est pas assez ordonné, l'Académie française va lui faire plein de remarques. Alors on va discuter, enfin voilà, etc. Et donc, cette pièce est vraiment au cœur, d'abord, de la jeunesse de Corneille, d'un moment où quelque chose a basculé chez lui vers un art assez différent. Il faut se représenter Corneille comme un artiste expérimentateur, un peu comme Molière, mais un peu comme Picasso. C'est-à-dire, c'est pas du tout des gens, Molière
et Corneille, d'ailleurs La Fontaine aussi, qui sont des gens qui trouvent leur truc et qui font tout le temps la même chose à peu près. Voilà, ils ont trouvé. Non, c'est des gens comme Picasso ou comme des artistes contemporains d'aujourd'hui, enfin vraiment, des vrais artistes. Hein. C'est des gens qui font un truc, ça marche ou ça marche pas, et puis tentent autre chose, et puis ils essaient de déplacer, ils font des essais. Et l'illusion comique, c'est un essai que fait Corneille, qui est un essai que le XXe siècle a trouvé très réussi, que le XVIIe siècle a bien aimé, parce que c'était un succès au moment où ça a été joué. On sait que ça a été un succès, et on sait d'autant plus que c'est un succès que Corneille met pas mal d'années avant de publier la pièce. Parce qu'à l'époque, quand on publie la pièce, ça veut dire qu'elle risque d'être copiée très facilement, rejouée, et qu'elle n'a plus de valeur en réalité. Il vaut beaucoup mieux garder le texte secret, parce qu'effectivement, c'est quand même un peu difficile d'apprendre par cœur le texte pendant que la pièce est jouée. Donc dès qu'elle est publiée, ça veut dire qu'elle est démonétisée. Et quand elle n'est pas publiée, au bout de quelques années, ça veut dire que c'est un succès. C'est un peu paradoxal. Enfin, voilà le principe. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout le monde a le texte, c'est-à-dire que tout le monde pourra le jouer n'importe où ailleurs, et donc il n'y aura pas d'argent qui va rentrer pour l'auteur. Hein. Au bout du compte, voilà le principe. Et donc on sait que c'est un succès, mais le XVIIIe siècle va dire mais c'est monstrueux, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Hein, voilà. Le XIXe siècle aura un peu de mal avec ça, et c'est les metteurs en scène du XXe siècle qui vont redécouvrir cette pièce avec cette idée un peu shakespearienne du monde qui est une espèce de théâtre dans lequel il y a du théâtre, dans lequel il y a du théâtre, dans lequel il y a du théâtre. Il y a un homme qui cherche son fils, on lui fait apparaître une grotte. Dans cette grotte, qui est un piège, évidemment, et une monstration, il y a du théâtre qui est joué, et ce théâtre qui est joué renvoie au fait qu'en fait, on est au théâtre. Mais voilà. Et donc, on a un titre magnifique, presque prodigieux, qui est Illusion comique. Alors, comique au XVIIe siècle ne veut pas dire nécessairement rigolo, amusant, plaisant. Il y a ce sens-là. Hein, voilà. Le mot comique vient d'un mot latin, puis avant d'un mot grec. Le mot grec veut dire quelque chose comme la fête, hein, la joie. Donc cette dimension est là. Mais comique veut dire aussi théâtral, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans la littérature espagnole, par exemple, les comédias, hein, ce qu'on appelle les comédias, ne sont pas nécessairement comiques au sens rigolo, amusant, plaisant, etc. Donc le mot comique joue sur ces deux sens. C'est quelque chose qui va être en partie drôle, mais c'est surtout théâtral. Et donc, l'illusion comique, c'est une expression très étrange, parce que la vérité de ce qui nous est proposé là, c'est l'illusion comique. C'est une sorte de paradoxe. En vérité, je vous le dis, mes chers frères, l'illusion comique, c'est la vérité du théâtre. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on va avoir le sol qui va se dérober sans arrêt, hein, comme dans les tableaux d'un de mes amis qui s'appelle Versielotti. Vous avez un tableau, dans le tableau, vous avez un tableau, vous avez un tableau dans le tableau, un tableau dans le tableau, et vous ne savez pas très bien ce que c'est, hein, véritablement. Vous dites, tiens, j'ai vu des pommes et des poires au premier plan, et avec derrière un paysage de mer, vous apercevez que ces pommes et des poires sont elles-mêmes une peinture, que le paysage de mer, c'est une peinture, mais que dans cette peinture, il y a des peintures, et qu'à la fin, vous êtes renvoyé à vous-même, et vous ne savez plus où vous êtes. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se joue, comme ça, le mot illusion veut dire jouer, sur le réel, sans arrêt. On connaît ça dans le théâtre shakespearien. Hein, vous savez, donc, dans Hamlet, par exemple, il y a des comédiens qui jouent pour faire apparaître la vérité. Grâce au théâtre, il y a des rêves, évidemment, il y a des fantômes qui apparaissent. Et on a dit parfois que la pièce de Corneille, l'illusion comique, c'est la plus shakespearienne des pièces du théâtre français. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas un seul lieu, il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule action, bien évidemment. C'est parfois rigolo. C'est parfois pathétique, ça joue sur les apparences et la réalité. Constamment, on se dit, mais ils sont ou ne sont pas, être ou ne pas être, hein, quelque chose comme ça. Voilà, ces questions-là. Et donc, ça ne ressemble pas trop au théâtre français, à part que c'est en français, que c'est fait par un type de Rouen, que c'est fait en vers, et que c'est du Corneille, c'est-à-dire le plus grand des classiques français, c'est-à-dire le plus grand des baroques français. Alors, je vous ai choisi non pas le début de la pièce, mais le début de l'acte 2, c'est-à-dire la scène 1 et 2, où le fameux Pridamant, c'est-à-dire le père, est avec Alcandre, qui va faire apparaître le contenu de la grotte. Et on va voir surgir Matamore. Vous écoutez un classique au détail consacré à l'illusion comique de Pierre Corneille, proposé par Yves Le Pestipon le 9 décembre 2024 à la librairie Ombre Blanche. Alcandre, Pridamant. Alcandre, quoi qu'il s'offre à vos yeux, n'en ayez point d'effroi. De ma grotte surtout, ne sortez qu'après moi, sinon vous êtes mort. Voyez déjà paraître sous deux fantômes vains votre fils et son maître. Pridamant, ô Dieu, je sens mon âme après lui s'envoler. Alcandre, faites-lui du silence et l'écoutez parler. Matamore, Clin d'or. Clin d'or. Quoi ? Monsieur, vous rêvez. Cette âme hautaine, après tant de beaux faits, semble être encore en peine.
N'êtes-vous point lassé d'abattre les guerriers? Soupirez-vous après quelques nouveaux lauriers? Il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel je dois des deux le premier mettre en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor. Clin d'or, et de grâce, monsieur, laissez-les vivre encore, qu'ajouterait leur perte à votre renommée? Et puis, quand auriez-vous rassemblé votre armée? Mon armée! Ah, poltron, ah, traître! Pour leur mort, tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort? Le seul bruit de mon nom renverse les murailles, défait les escadrons et gagne les batailles. Mon courage invaincu contre les empereurs n'arme que la moitié de ses moindres fureurs. D'un seul commandement que je fais aux 3 parcs, je dépeuple l'état des plus heureux monarques. Le foudre est mon canon, les destins mes soldats. Je couche d'un revers 1000 ennemis à bas, d'un souffle je réduis leurs projets en fumée. Et tu m'oses parler cependant d'une armée? Tu n'auras plus d'honneur de voir un second Mars. Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards veillaques. Toutefois, je songe à ma maîtresse. Ah, le penser m'adoucit. Va, ma colère cesse, et ce petit archer qui dompte tous les dieux vient de chasser la mort qui logeait dans mes yeux. Regarde. J'ai quitté cette effroyable mine qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine, et pensant ton bel œil qui tient ma liberté, je ne suis plus qu'amour, que grâce. Clin d'or, ô Dieu, en un moment que tout vous est possible, je vous vois aussi beau que vous étiez terrible, et ne crois point d'objet si ferme en sa rigueur qui puisse constamment vous refuser son cœur. Matamor, je te le dis encore, ne sois plus en alarme. Quand je veux, j'épouvante, et quand je veux, je charme. Et selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour les hommes de terreur et les femmes d'amour. Du temps que ma beauté m'était inséparable, leur persécution me rendait misérable. Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer. 1000 mouraient par jour à force de m'aimer. J'avais des rendez-vous de toutes les princesses. Les reines à l'envie mendiaient mes caresses. Celles d'Éthiopie et celles de Japon, dans leurs soupirs d'amour, ne mêlaient que mon nom. De passion pour moi, 2 sultanes troublèrent, 2 autres pour me voir, du sérail s'échappèrent. J'en fus mal quelque temps avec le grand seigneur. Voilà, c'est terrible, hein, voilà. Il y a un poète que j'aime bien et que connaît Jean-Marie Champagne qui s'appelle Sébastien Lespinasse, avec qui on fait parfois, tous les ans, le spectacle des Bruits Sonnantes, qui est un poème magnifique, très drôle, qui est toutes les femmes sont amoureuses de Sébastien Lespinasse, toutes les femmes en collant noir, et il répète ça sur tous les tons, et au bout d'un moment, ça devient très drôle, évidemment. Voilà. Bon, et donc, Corneille fait jouer son personnage sur la réussite amoureuse, évidemment, totale du personnage, dont on voit bien qu'évidemment, ça sera faux, hein, voilà, puisque lui, c'est le dernier des trouillards, et chaque fois qu'on lui annonce qu'il y a des valets qui risquent de le taper dessus, il fuit par la porte dérobée, il a très très peur. Mais évidemment, c'est du théâtre, puisque donc ce qu'on voit là, c'est une scène de théâtre, ou plutôt c'est 2 scènes de théâtre, puisque Clin d'or et Alcandre et Prídamant, c'est du théâtre, mais il nous montre quelque chose dont ils ne savent, dont Prídamant ne sait pas que c'est du théâtre, mais c'est du théâtre. Donc on a du théâtre à la puissance 2, voire à la puissance 3, puisque nous-mêmes, nous sommes dans le théâtre, nous sommes en 1635 et nous voyons les choses qui sont là. Et donc on est dans un espace très étrange, où on va dire, on ne sait pas très bien où on est. Il y a la grotte, il y a des personnages assez bizarres qui parlent. On est loin de tout réalisme, hein. Ce personnage de Matamor n'existe pas. Alors, enfin, on voit très bien qu'on peut penser à des tas de gens, à Poutine si vous voulez, hein, voilà, ou à d'autres bien sûr, ou à Don Quichotte, mais on ne le rencontre pas dans la rue. Le lieu dont il est question, la grotte, c'est pas là où habite Corneille ou les spectateurs de Corneille. On se doute bien que Clin d'or est un jeune homme d'une beauté extraordinaire, qui a toutes les valeurs morales et tout ce que l'on veut, tel qu'on ne les rencontre pas, même en classe préparatoire, même à l'université, nulle part. Et donc on est dans quelque chose qui ne cherche pas du tout à être réaliste, là où les comédies de Molière, qui sont de côté Don Juan, cherchent au contraire à nous donner des choses qui apparaissent plus ou moins vraisemblables, hein. L'histoire de Tartuffe, d'Orgon, les femmes savantes, tout ça, bon à la rigueur c'est possible, un petit peu exagéré, mais là on est vraiment ailleurs. Et ce qui nous est proposé dans la scène première, c'est une entrée dans un espace mystérieux où Alcandre, le magicien, guide l'homme, le père, qui est Prídamant. Alors, cet Alcandre, ici, c'est un peu le guide, le stalker, l'initiateur, celui qui sait, et on va dire, pour employer un mot un peu moderne, c'est le metteur en scène. C'est lui qui va faire apparaître sur une scène de théâtre, qui est une grotte, quelque chose.
Et ce qu'il dit vaut à la fois pour l'intrigue elle-même, c'est-à-dire effectivement il y a quelque chose d'effrayant mais qui ne doit pas effrayer effectivement prudemment, mais vaut aussi pour le théâtre lui-même. Quoi qu'il s'offre à vos yeux, n'ayez point d'effroi. Quoi qu'il s'offre à vos yeux, n'ayez point d'effroi. Donc ce qu'on va voir, ce à quoi on est invité, c'est un spectacle. Quelque chose à s'offrir à nos yeux. Le mot théâtre, en grec, théatron, c'est un dispositif optique. Au cœur du théâtre, ce n'est pas le son, ce n'est pas l'odeur, ce n'est pas le tremblement du sol, c'est quelque chose qu'on voit, qui nous fait voir, au fond, quelque chose qui s'offre à nos yeux. Et cette chose qui s'offre à nos yeux est quelque part effrayante, puisque ce n'est pas ce qui s'offre là à nos yeux, ce qui est tout à fait dans le réel. Et dans le théâtre, je peux m'attendre à voir des monstres, des spectres, des morts, le fantôme du père d'Hamlet ou n'importe quelque chose comme ça. Et donc, entrant dans le théâtre, je rentre dans un espace où quelque chose va être rendu visible, mais quelque chose qui est absolument potentiellement effrayant. Les morts vont surgir. Il y a quelque chose qui s'appelle, comme dans l'Antiquité on appelait ça une nekouia. Au théâtre, les morts brusquement surgissent. Et c'est quelque chose d'assez effrayant. Quand on va au théâtre de la Cité, par moments, on oublie qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez effrayant là-dedans. J'entre, je suis dans la rue, ça va bien, bon, il y a des gens. Et soudain, je vois apparaître des dieux, des déesses, des femmes d'une beauté sublime, des monstres, des bateaux, quelque chose comme ça. Et au fond, le dispositif du théâtre est aussi là pour nous dire, attention, c'est pas dangereux. Parce que si c'était vraiment dangereux, on n'irait pas. Et on ne cherche pas non plus l'émotion qu'on a parfois à la foire du trône, vous savez, aller dans un endroit où on se fait pour faire peur uniquement. Au théâtre, il y a quelque chose qui va s'offrir à nos yeux, qui peut nous donner de l'effroi, et au fond du fond, qui doit nous donner de l'effroi. En même temps, le théâtre, c'est une sorte d'acte de civilisation. Il s'agit de ne pas nous faire essentiellement peur, de ne pas nous donner d'effroi. Et donc, Alcandre va jouer ce rôle de transmetteur. Il guide vers un espace où il y a quelque chose à voir, quelque chose qui est potentiellement effrayant, mais en même temps, lui, il est bienveillant, et il fait que Pridamant n'aura pas peur, normalement. De ma grotte, surtout, ne sortez qu'après moi. Alors, la grotte au XVIIe siècle, c'est un lieu fondamental de l'imaginaire. D'abord parce que, bon, les grottes, ils les connaissaient, enfin, ça existe, bien entendu. On les visite au XVIIe siècle. Je me suis intéressé, par exemple, dans un ouvrage à la grotte de Niaux, vous savez, quelque part dans les Pyrénées, dans lesquelles on va souvent, régulièrement, parce qu'il y a des peintures préhistoriques. Pour nous, eux, ils ne vont pas voir les peintures préhistoriques, ils vont parce qu'il y a beaucoup de graffitis du XVIIe siècle, donc quelques graffitis qui sont sur les peintures préhistoriques même, et en particulier l'une d'un certain Rubens de la Viale, qui était là en 1660. Ils rentrent là parce qu'évidemment, aller dans une grotte, comme pour nous, ça fait peur, c'est émouvant, c'est troublant, c'est les fantômes, enfin c'est ce que vous voulez. On payait pour aller dans les grottes, enfin il y avait des paysans qui vous servaient de guide, avaient des fumées, etc. Et certains y allaient, ils ne faisaient pas de la spéléologie, mais on se donnait des sensations. Et quand on n'allait pas dans les grottes des Pyrénées ou d'ailleurs, dans les châteaux, dans les parcs, on aimait bien se construire des grottes. Louis XIV fait des quantités de grottes dans le parc de Versailles. C'est une idée qui vient de l'Italie. Si vous allez à Tivoli ou ailleurs, il y a des grottes un peu partout. Donc la grotte, là, c'est un endroit évidemment poétique, de rêve, d'effroi, mais aussi un endroit de rencontre plus ou moins érotique, potentiellement. On les retrouve dans les amours de Psyché et Cupidon un peu partout. Donc la grotte est un objet littéraire, plastique, de fantasme. C'est pas du tout un objet scientifique, comme c'est aujourd'hui. C'est pas du tout l'objet d'exploration par Norbert Castoré ou l'équivalent. Il n'y a pas de spéléologue au XVIIe siècle, mais on sait très bien ce que c'est. Ça fait peur, ça attire, c'est abominable. Et par derrière, il y a un passé très ancien des grottes dans la littérature antique, puisque de temps en temps, Énée ou Ulysse descendent dans les mondes des morts et on passe par des grottes pour descendre dans ce monde des morts. Donc c'est un espace d'ailleurs que l'on connaît bien, que l'on redoute, et qui est un espace théâtral par excellence. Et on le sait, donc, si vous avez fait un petit peu de spéléologie, dès qu'on entre dans une grotte, on est ailleurs, dans une scène, dans un autre espace, et quelque part, inversement, toute scène de théâtre, que ce soit au théâtre de la Cité, au théâtre du Hangar, le Cave Poésie, est un peu une grotte. On va là, et puis il y a quelque chose qui s'éteint, qui s'allume, et il y a quelque chose comme ça. Donc, de ma grotte, surtout, ne sortez qu'après moi, parce que là, le lieu est effectivement potentiellement dangereux. Il faut rester un certain temps là-dedans et ne pas prendre trop de risques. Sinon, vous êtes mort. Et oui, quand on va au théâtre, évidemment, quand on pense à mon billet pour aller au théâtre de la Cité, on se dit pas qu'on va mourir. Mais il y a quelque chose comme ça, quand même. Pendant un moment, je suis ailleurs, je suis un autre. Je suis mort à moi-même, à mon comportement habituel, et je vois des gens faire sur la scène des choses qui sont pas nécessairement bien. Voilà la chose. Donc il y a quelque chose de dangereux, et on va dire, quelqu'un au XXe siècle qui s'appelle Antonin Artaud va développer cette idée que le théâtre, le véritable théâtre, c'est le théâtre de la cruauté. C'est-à-dire, éventuellement, on va vous montrer sur la scène ou dans la réalité la peste, avec des gens qui meurent, qui s'éclatent de tous les côtés. Le théâtre n'est pas quelque chose de doux, de sympathique simplement, c'est quelque chose de fondamentalement terrible. Évidemment, Corneille le sait très bien. Vous voyez déjà paraître
sous deux fantômes vains, donc de fantômes qui n'existent pas. Il n'y a rien en réalité, comme quand on va au théâtre de la Cité ou ailleurs, ce n'est pas Tartuffe qui est là, c'est monsieur machin ou madame truc qui sont là. Donc c'est des fantômes vains qui n'existent pas, qui peuvent se dissiper à tout instant. Voilà. Voici votre fils et son maître. Le fils, donc c'est Clindor. Le maître, on va voir son nom. Et Pridamant est à ce moment-là pris dans une sorte de relation, on va dire, presque mystique, ou plutôt un peu comme Ulysse ou Énée, quand ils descendent dans le monde des morts et qu'ils voient apparaître leur mère. Il y a quelque chose d'absolument troublant dans l'apparition de quelque chose qui est mort et qui vient surgir. Mais au théâtre, effectivement, on voit surgir Tartuffe ou le Cid ou qui vous voulez. Voilà. Il y a quelque chose d'absolument troublant. C'est le Cid qui est là sur la scène. C'est Isabelle, c'est peu importe. Un homme, une femme, c'est Don Juan, etc. Je sens mon âme après lui s'envoler. Eh bien oui, quand je vais au théâtre, peu importe lequel, pour peu que ce soit bien réussi, quelque part, je sens mon âme après les personnages sur la scène s'envoler. Quelque chose est en train de se produire qui fait que je m'arrache à moi-même, qui me fait à la fois peur et qui me fait jouir. Je sens mon âme après lui s'envoler. Et en même temps, évidemment, dans le cas qui est là, c'est le père qui voit réapparaître son fils. Et donc, on voit bien parfois dans la presse, il y a des histoires de disparition, une jeune fille qui disparaît, ou un garçon, ou n'importe. Et on voit les témoignages des parents qui sont affolés parce que leur fils ou leur fille est disparu. Parfois, on ne les retrouvera jamais, parfois on les retrouve. Et souvent, il y a une nouvelle qui apparaît, peut-être X ou Y, une nouvelle. Je sens mon âme après lui s'envoler. Et on aime bien les émissions aussi de télévision, qui sont un peu comme ça, où on nous raconte à la télévision que X ou Y a disparu, a quitté sa femme ou son mari, etc. Et puis on fait apparaître sur la scène quelqu'un qui est un brave homme, qui ne sait pas que sa femme ou son petit copain d'autrefois, ou je ne sais pas quoi, va réapparaître. Et nous, on regarde son âme après lui s'envoler. Voilà. Et nous sommes là dans la position de voyeur, c'est-à-dire en train de regarder prudemment, regarder son fils apparaître, et donc son âme s'envoler. Faites-lui le silence et l'écoutez parler. Ça, c'est les trois coups du théâtre. Action. Matamor, Clindor. Et donc, ça sonne en or. Matamor, celui qui mate le mort, et puis Clindor. Clindor, donc clin d'œil, Clindor, or, clin, etc. Enfin, les jeux sont là. Et donc, Clindor est un jeune homme, c'est le fils, et nous, on est mis dans la position du voyeur qui, voyant le père, voir le fils apparaître. Et que dit le fils ? Quoi, monsieur ? Vous rêvez. On connaît d'une pièce espagnole, La vie est un songe. On sait que Shakespeare a beaucoup parlé du rêve, que Victor Hugo plus tard parle du rêve, et que le théâtre aussi a quelque chose à voir avec le rêve. C'est-à-dire cet état où je suis ce que je suis, je ne suis plus ce que je suis du tout, ailleurs. Voilà. Et le rêve, le songe, voilà les mots qui sont là. Et donc, effectivement, le premier mot de Clindor, c'est de remarquer que Matamor est en train de rêver. Mais en même temps, c'est une sorte d'indication vers le spectateur. Nous sommes, nous aussi, pris dans un rêve. Et nous voyons un homme qui est en train de nous dire que l'autre est en train de rêver. De quoi rêve-t-il ? Vous rêvez. Et cette âme hautaine, après tant de beaux faits, semble être encore en peine. N'êtes-vous point lassé d'abattre des guerriers ? Soupirez-vous après quelques nouveaux lauriers ? Alors, il y a des faits. Alors, des faits, c'est du réel. Voilà, c'est du réel, c'est l'inverse du rêve. Des faits, et là, en particulier, des hauts faits. Le spectateur du XVIIe siècle, dès qu'il a ces mots-là, c'est à quoi il a affaire. Il a affaire à la figure qu'on appelle la figure du capitan. La figure du capitan, c'est un passage bien connu du théâtre, par exemple, ce qu'on appelle aussi la comédie dell'arte. Le capitan, c'est un capitaine extrêmement gonflant à bien des égards, qui raconte ses exploits. Alors, le théâtre du XVIIe siècle fonctionne beaucoup comme ça. Celui de Molière, comme celui de Corneille, ou de bien d'autres, ou plus tard de Dancourt ou d'autres. Il y a des figures types qui passent d'auteur en auteur, qui viennent souvent de l'Italie et de l'Espagne. Et donc, d'entrée de jeu, on sait qu'on a le capitaine qui va apparaître, c'est-à-dire il va s'appeler ici Matamor, peu importe, c'est le capitaine. Et donc, ce qui va être intéressant pour le spectateur, c'est de voir comment Corneille traite le figure du capitaine. Est-ce qu'il va le faire de manière un peu originale ? Est-ce qu'il va dépasser ce que font les autres ? Est-ce qu'il va faire un capitaine qui est super capitaine ? Voilà. Et donc, nous savons ce que ça va être. Et nous comprenons bien sûr que Clindor ne peut pas croire un seul instant que le capitaine est un personnage sérieux. Que donc le propos de Clindor est effectivement hypocrite. Que Clindor parle comme ça, mais que c'est à double sens. Il se moque en réalité du Matamor qui est là. Quand il lui dit « Après tant de beaux faits, il semble être encore en peine », on comprend tout de suite que ces beaux faits, ces hauts faits qui seront là, sont des hauts faits de fantaisie. Et donc, il va y avoir une sorte de théâtre. On voit bien, Clindor est une sorte d'hypocrite, il joue un rôle. Mais ensuite, à la fin de la pièce, simplement, on apprendra que Matamor aussi joue un rôle. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui s'appelle X ou Y, Gérard Philippe si vous voulez, qui joue le rôle de Matamor, alors qu'un autre type joue le rôle de Clindor. Et alors, c'était très bien parce que dans les premières représentations,
C'était un spécialiste du rôle du capitaine, qui s'appelait quelque chose comme Bellamore plutôt, excusez-moi, qui jouait constamment le capitaine. Et donc, vous voyez, c'est un peu comme maintenant au théâtre, certains acteurs sont le comique par excellence. Voilà, on le sait bien. D'autres, ça sera plutôt le tragique, d'autres, ça sera la belle blonde, d'autres, ça peu importe. Enfin voilà, on sait bien à peu près. Et parfois, on le met à contre-emploi. Et donc, les spectateurs voient les comédiens. Il y en a un qui joue le rôle du beau jeune homme et qui a un nom en or. Et on le connaît parce qu'on l'a vu dans notre pièce. Et celui qui s'appelle Bellemare, on le connaît aussi parce qu'il est le spécialiste du capitaine. Et là, on s'attend à ce que le capitaine nous fasse un numéro de capitaine, plus capitaine que moi, tu meurs. Et Matamor ne va pas marquer ça. Donc, il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel des deux, le joueur premier en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor. Le capitaine, enfin c'est-à-dire Matamor ici en l'occurrence, est un homme parfaitement rationnel à bien des égards. On lui dit, vous rêvez. Il est vrai. Il parle comme Descartes. Il est vrai que, c'est une sorte de discussion, il est vrai que je rêve. Si on y réfléchit un petit peu, c'est une sorte d'impossible. Imaginez que vous deviez dire, il est vrai que je rêve. Alors si c'est vrai que je rêve, je ne rêve pas. Enfin, il y a un problème. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, vous savez, comme la grenouille qui ment toujours. Hein, voilà. Il y a quelque chose de presque impossible dedans. On a une sorte de contradiction à l'intérieur des termes. Il est vrai que je rêve, alors si je rêve... Eh bien, je ne peux pas dire qu'il est vrai, puisque je suis en train de rêver. Voilà, je suis dans un autre espace. Et si je dis qu'il est vrai, c'est que je ne rêve pas. Donc, on est dans quelque chose qui est dans l'entre-deux. On ne sait pas très bien où on est. C'est pour ça que la pièce est étrange et monstrueuse à bien des égards. Mais au théâtre, on ne sait pas très bien où on est. C'est pareil. Si un type qui joue le rôle de Tartuffe, c'est Tartuffe. Mais ce n'est pas Tartuffe, puisque c'est Monsieur Machin qui est en train de jouer le rôle de Tartuffe. Donc, quand on est rentré dans une pièce de théâtre, enfin, s'il y a des pièces de théâtre comme on les connaissait au XVIIe siècle, on les connaît encore beaucoup aujourd'hui, où quelqu'un joue, enfin plusieurs personnages jouent des rôles. Il y a un autre type de théâtre qui est possible, mais bon, pour l'essentiel, l'histoire du théâtre, c'est des gens qui jouent des rôles que l'on connaît bien, et on sait bien que c'est Monsieur Truc, Madame Machin, etc. Qui est, qui n'est pas. Hein. Être ou ne pas être, bien c'est être et être autre chose que. Il est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre dans lequel je dois le premier mettre en poudre. Donc il se place comme un observateur critique, on a envie de dire cartésien, qui se pose un problème. Il y a deux possibilités. Tout va bien, je ne saurais lequel le résoudre. Bon, on va très bien, ça peut être M. Macron qui ne sait quel Premier ministre choisir. Moi, par exemple, hein, voilà, je suis candidat, comme vous d'ailleurs, enfin on est tous candidats. Et donc, il peut passer à la télévision ce soir. Je ne sais quoi résoudre. C'est un problème, disons, normal, hein, intellectuel, que nous avons parfois, choisir entre ce réfrigérateur ou celui-là, voilà. Et soudain, alors que c'est dans la normalité absolue, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor. Alors, au XVIIe siècle, évidemment, personne n'a vu à la télévision le grand Sophie de Perse ou bien le grand Mogor. Ce sont juste des sortes d'images littéraires ou des images picturales vaguement. On ne sait pas où c'est, personne ne sait où c'est, hein, voilà, terriblement. Le grand Sophie de Perse, bon, on le voit réapparaître enfin, sous la forme du grand Mamamouchi, autrement, vous savez, dans la pièce du grand gentilhomme. Bon, il se trouve que la France, à l'époque de Louis XIV, déjà un peu de Louis XIII, essaie d'avoir des rapports avec les pays d'Orient pour essayer de contourner l'empire de Charles Quint, des choses comme ça, mais on ne sait pas très bien où c'est. Il y a quelques récits qui viennent par les navigateurs ou autres, etc. Il y a quelques peintres qui ont fait des dessins par-ci par-là, mais on ne sait pas très bien. Le grand Sophie de Perse, c'est loin, bon, c'est l'Iran actuel, et le grand Mogor, bon, c'est du côté de Gengis Khan, c'est plus loin. Et donc, on sait simplement qu'au-delà de la Méditerranée, il y a des empires extrêmement puissants, très lointains, attirants, mystérieux, dans lesquels il y a des épices, enfin, on ne sait pas très bien, voilà. Bon, on peut en parler, mais on est dans le romanesque absolu. Et évidemment, qu'un homme affirme que quelqu'un va mettre en poudre, faire lui-même, soit le grand Sophie de Perse ou ce grand Mogor, bon, il y a un gag, hein, tout simplement, c'est impossible. On est dans ce qu'on appelle l'héroïque comique, hein, c'est-à-dire un petit bonhomme, le Matamor, qui fait quelque chose qui est infiniment grand, puis évidemment, poum, ça s'effondre. Hein, voilà, on connaît bien ce comique toujours, hein, Charlot ou bien d'autres le font volontiers. Par exemple, dans Le Dictateur, le petit bonhomme qui est Hitler, en fait, se balade avec d'énormes boules qui sont la Terre, les planètes, etc. Et bon, évidemment, le petit bonhomme ridicule qui est Hitler, c'est-à-dire Charlot, nous fait rire parce qu'il est hors de proportion avec les planètes qu'il balade dedans. Et donc Hitler est un Matamor, est un capitaine pour Charlot, et c'est toujours le même personnage qui revient, traité autrement et avec une autre actualité. Et de grâce, monsieur, laissez-les vivre encore, car vous jurez leur perte à votre renommée, et puis quand auriez-vous rassemblé votre armée? Clindor intervient gentiment, modérateur, voilà, ne faisons pas la guerre, peace and love, etc. Il est un petit peu comme celui qui voudrait apaiser Poutine ou je ne sais qui de ce genre, voilà, modérer votre ardeur, etc. Mais il commet une erreur. Et puis, quand auriez-vous rassemblé votre armée? Donc, effectivement, un grand militaire, en principe, a une armée, mais le capitaine n'a pas besoin d'avoir une armée puisqu'il est un héros solitaire. Alors, on voit par derrière la figure de Don Quichotte.
qui renverse les moulins, qui renverse tous les monstres, naturellement tout seul. Le grand héros n'a pas besoin d'avoir des soldats derrière lui. Ça, c'est trop ridicule. Ça, c'est une idée, disons, moderne. Louis XIII, Louis XIV, évidemment, Henri IV ont des armées. Mais le héros est tout seul, véritablement. Donc, c'est super héros. Mon armée, poltron, traître, par leur mort, tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort? Le seul bruit de mon nom renverse les murailles. Alors, si je vous disais le seul bruit de mon nom renverse les murailles tout seul, on pourrait se dire que c'est un vers du Cid et que ça pourrait être dit de manière grave par Gérard Philipe. C'est le point, disons, de basculement un peu du théâtre de Corneille. C'est-à-dire, ce qu'on va lire là ressemble étrangement aux déclarations que fait le Cid dans la fameuse tirade où nous partîmes 500 et par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port, et où on apprend qu'en quelques heures, même pas peut-être, le Cid tout seul, avec quelques types peut-être, a renversé l'armée des morts, et donc le Cid, c'est par l'excellence le matamor. Mais le personnage du Cid n'est pas un personnage ridicule. On est invité à admirer ce personnage vraiment admirable, vraiment courageux, vraiment amoureux, qui est prêt, à un moment ou à un autre, à se sacrifier, et qui est pris dans une affaire de duel avec le père de Chimène. Et donc là, on est du côté du pathétique, véritablement, et de la grandeur. Mais entre Matamor et le Cid, il n'y a presque rien d'écart. En réalité, quelque part, le Cid est un Matamor, ou le Matamor est un Cid. C'est presque les mêmes mots qui sont employés. Mais disons, ça c'est le travail du théâtre et de Corneille. Effectivement, entre ce qui est le grandiose, absolument ridicule, et le ridicule qui n'est pas du tout grandiose, parfois l'écart est de presque rien. On le voit parfois en politique, tel ou tel homme qui va dire des choses grandioses va passer pour nul et ridicule parce que ce qu'on appelle son ethos, c'est-à-dire le comportement qu'on sait de lui, fait que ça nous paraît complètement débile. Et les mêmes mots prononcés, supposons par le général de Gaulle, apparaissent magnifiques. Bon, quand le général de Gaulle dit « je vous ai compris », on va se dire « c'est très bien, quelle réussite », voilà. Et puis dit par un autre, c'est complètement idiot. Enfin voilà, on dira quel coquin, quel pervers. Et donc on est sur ce point-là où le théâtre de Corneille va osciller entre le rire, du ridicule, la comédie dans ce point-là, et puis la grandeur. Et ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement, Corneille sait très bien que dans l'exploit militaire, et surtout dans le récit de l'exploit militaire, on est toujours à deux doigts, soit de la grandeur, soit du ridicule absolu. C'est l'un et l'autre. Et au fond, c'est quelque part un peu indécidable. Les mots ne traduisent pas les âmes, véritablement. Les mots, c'est les mots. Voilà. Ce que dit le Matamor, ça pourrait être dit aussi bien par le Cid. Et si c'est dit par le Cid, ça serait magnifique. Mais c'est dit par Matamor. Et donc on est ailleurs. Et donc on est dans un théâtre de notre ordre. Et donc évidemment, Corneille va jouer par exemple sur les allitérations en air. Par exemple, le seul bruit de mon nom renverse les murailles. Et là, on sait qu'au XVIIe siècle, on roulait davantage les airs et on peut y aller, quoi. Voilà. Et sans doute des comédiens en rajoutaient un petit peu, bien sûr. Défie les escadrons et gagne les batailles. Voilà. Donc ça y va. Donc 3 éléments. On en rajoute un petit peu. Les escadrons, c'est un mot moderne. Mon courage invaincu contre les empereurs n'arme que la moitié de ses moindres fureurs. Alors là, on est dans un texte qui va se développer où le travail d'explication de texte ne peut pas être de regarder chaque mot l'un après l'autre. Ce qui compte là-dedans, un peu parfois comme dans les textes modernes de gens comme Valère Novarina, c'est pas, disons, la perfection du style dans tel ou tel détail, comme ça se passe dans les Fables de La Fontaine, c'est plutôt l'abondance. Ce qui importe, c'est pour dire latin la copia, l'abondance. Ce qui compte, c'est que le Matamor dit une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, qu'on sent que ça peut être interminable, etc. C'est le spectacle du langage qui nous est proposé. Et donc, effectivement, mon courage invaincu contre les empereurs, n'arme que la moitié de ses moindres fureurs. On voit qu'on est dans l'expansion. Et puis, d'un seul commandement, ça ne dit pas plus de choses, il n'y a pas plus d'idées. Que je fais aux 3 parcs, je dépeuple l'État des plus heureux monarques, et on voit les plus, les moindres, les grands, etc. Les 3 parcs. Bon, les 3 parcs, c'est les divinités, si on peut dire, de la mort, qu'on va dépeupler dedans, peu importe. Ça n'a aucun sens précis dans le texte. Ce qui compte, c'est qu'il parle. C'est une parole qui n'en finit plus. C'est interminable. Voilà. Ça peut durer, ça peut durer. Le travail de Corneille, c'est de donner le sentiment que ça peut durer, ça peut durer, ça peut durer, et pourtant d'arrêter. Parce que, effectivement, Corneille n'est pas poète, écrivain, dramaturge contemporain, qui est Novarina, qui lui va faire que ça dure, que ça dure, que ça dure, que ça dure pendant très longtemps, très longtemps. Il est déjà un classique, c'est-à-dire que Matamor va s'arrêter à un moment ou à un autre, on va passer à autre chose. Et donc,
Je dépeuple l'état des plus heureux monarques, le foudre, donc le foudre de Jupiter, et mon canon, donc c'est un mélange d'antiquité, de physique et de modernité. Les destins, mes soldats, donc les destins, c'est ceux qui va frapper véritablement, voilà les destins qui nous frappent véritablement. Voilà mes soldats, je couche d'un revers midi et demi à bas, d'un souffle je réduis leur projet en fumée, et tu m'oses parler cependant d'une armée. Et voilà le mot qui revient, et donc on est dans le théâtre, donc il a fait 15 vers peut-être, qui sont du baratin enflé, de l'enflure sans arrêt, et voilà le mot gênant, armée. Et tu m'oses parler d'une armée, simplement. Et arrive l'insulte, tu n'auras plus l'honneur de voir un second Mars, je vais t'assassiner d'un seul de mes regards, Veillac. Alors Veillac, c'est de l'espagnol, en réalité. Veillac, ça veut dire coquin, de l'espagnol velaco. C'est intéressant que ce soit de l'espagnol, directement repris dedans. Parce que, bon, d'un côté, il y a Don Quichotte, mais il y a aussi cette idée, bon, vous savez qu'à l'époque de Richelieu, l'ennemi, c'est l'Espagne, c'est Charles Quint et les successeurs. Et alors les Espagnols, ils sont quand même plus forts que nous, d'abord parce qu'ils nous encerclent, ensuite ils sont plus riches que nous, parce qu'il y a l'or de l'Amérique, ensuite ils sont plus organisés que nous, mais les Espagnols fascinent, bon, c'est le Cid, c'est toutes ces pièces-là, mais en même temps les Espagnols, voilà, ils sont espagnols, c'est-à-dire gonflés, un peu gonflants, etc., etc. Et donc mettre ce mot dans la bouche de Matamor, Matamor, d'accord, celui qui mate avec Mata, qui est là aussi de l'espagnol, c'est dire, attention les gars, c'est un espagnol. Et la pièce se passe quelque part dans les pays de la Loire. Et donc, c'est un espagnol dans le pays de la Loire. Et donc, un espagnol, c'est ridicule. Il en fait trop. Enfin, il exagère. On a un mot qui apparaît dedans et qui révèle en réalité ce que c'est que Matamor, qui insulte et qui insulte un espagnol. Et soudain, après ce mot qui est un sommet, qui est en même temps ridicule, il passe à autre chose. Toutefois, je songe à ma maîtresse. Le penser m'adoucit, va ma colère cesse. Alors, on n'est vraiment pas du tout dans le vraisemblable. On est dans un travail de scène. Le comédien est devant une difficulté. Il doit faire monter au maximum la voix et rendre Matamor ridicule de violence. Et puis d'un seul coup sur un mot, le personnage devient absolument autre. Toutefois, et là, il faut qu'il soit galant, douceâtre, c'est plus des R, c'est des S. Je songe à ma maîtresse, le penser m'adoucit. Va, ma colère cesse. Vous voyez, dans les allitérations, ce. Et donc, le comédien a du boulot, voilà, parce qu'il faut qu'il fasse autre chose. Et Matamor va faire plusieurs fois plusieurs rôles. On est vraiment dans le théâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un comédien, disons, dans ces époques du XVIIe siècle? C'est quelqu'un qui est capable de jouer plusieurs rôles. Et évidemment, il a un rôle titre. Par exemple, il est le capitaine. Mais dans le capitaine, il doit pouvoir jouer aussi le rôle de l'amoureux. Et donc, au théâtre, je peux devenir ce que je ne suis pas. Je peux devenir un autre. Et donc là, il y a un travail de virtuosité dont on ne peut pas avoir vraiment idée nous-mêmes. Le comédien devait transformer, et le comique de la scène, c'est qu'évidemment, le type qui est énormément violent devient soudain énormément galant et ridiculement galant. Le penser m'adoucit, va ma colère cesse, c'est ce petit archer qui dompte tous les dieux. Et donc il s'agit d'Eros, c'est une périphrase, bien sûr, qui a un arc, voilà, qui est tout petit, qui est aveugle et qui danse tout ça. Donc il a une vague culture classique. Vient de chasser, toujours les S, la mort qui logeait dans mes yeux. Regarde, j'ai quitté cette effroyable mine qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine. Et pensons au bel œil qui tient ma liberté. Je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté. Alors là, c'est vraiment le très mauvais poète. Alors évidemment, on voit la rhétorique amoureuse, le bel œil qui tient ma liberté, ça vous avez ça dans tous les poèmes de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Tartuffe va parler exactement pareil, quand il s'adresse à Elmire véritablement. Bien sûr, ce bel œil qui tient ma liberté est entre un vers qui dit qui massacre, détruit, brûle, extermine, voilà, c'est comment. Et puis à la fin, c'est complètement raté. Je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté. À l'instant où il veut dire la douceur, la tendresse, il dit que, et puis amour, que grâce, que beauté, avec ce qu'on appelle des occlusives, beauté. Et donc, là où il veut dire douceur, beauté, il dit je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté. Alors essayez de le dire, vous voyez, je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté. Bon, voilà, chaboté, beauté, que grâce, dans la bouche, voilà. Il y a un magnifique effet, on pourrait dire, de poésie sonore, qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine. On va dire, ça va, c'est d'accord avec. Et pensant au bel œil qui tient ma liberté. Là, c'est Trissotin, c'est Tartuffe, enfin, tout ce que vous voulez. Quand je me mets sur mythique et que je m'adresse à des dames, et pensant au bel œil qui tient ma liberté, ça passe. Je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté, c'est pas beau, voilà, c'est justement raté. Je ne suis plus qu'amour, que grâce ou que beauté, cette espèce de triangle qui s'accumule et qui vient annuler, effectivement, le sens même. Évidemment, le comédien va ici, sans doute, devoir travailler sa voix pour rendre les choses sensibles, ridicules. Clin d'or
ne rit pas quant à lui, parce que lui, c'est évidemment le serviteur officiellement de son maître. « Ô Dieu, en un moment que tout vous est possible, je vous vois aussi beau que vous étiez terrible. Et ne crois point d'objet si ferme en sa rigueur qui puisse constamment vous refuser son cœur. » Donc objet, c'est toujours le même mot. Une femme est un objet, mais ce n'est pas l'idée de la femme-objet du 19e et du 20e siècle. C'est au contraire le datif, véritablement. Si au 17e siècle, je dis à la femme, vous êtes l'objet de mes désirs, etc., elle ne va pas m'envoyer MeToo sur la figure. C'est le mot qui convient, véritablement, à ce moment-là. Et donc, l'objet qu'attire son cœur, tous les objets, il est impossible qu'ils refusent leur cœur à ce merveilleux Matamor qui est là. Donc, on sent bien, évidemment, que c'est ironique de la part de Klindor. Évidemment, pour le public, c'est drôle parce qu'on voit Klindor se grimer en espèce de flatteur, laudateur d'un personnage ridicule. Et le comique, évidemment, c'est que Matamor ne voit pas que Klindor se moque de lui. Matamor insiste et il dit ce qu'il dit toujours. Je te le dis encore. Je te le dis encore, c'est vraiment le personnage de Matamor. Peu importe ce qu'il dit, il le dit encore. Vous savez, on rencontre tous dans la vie de ces gens qui disent encore « Je vais te répéter ça, tu n'as pas compris, je te le répète, je le répète, je le répète. Je te le dis encore, il a encore quelque chose à dire. Il n'en finit plus de parler. Matamor, c'est la parole sans mort. Je te le dis encore, ne sois plus en alarme. Quand je veux, j'épouvante. Et quand je veux, je charme. » Si vous avez dans l'oreille ce que dit Tartuffe à Elmire, c'est exactement les mêmes rythmes qui sont là-dedans. « Et selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour les hommes de terreur et les femmes d'amour. Et je n'ai plus, vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. » Ça, c'est Tartuffe. Molière connaît très très bien le théâtre de Corneille. Vous savez qu'il a commencé à faire jouer, il jouait lui-même des rôles de pièces de Corneille. Il connaît ça par cœur. Et quand on raconte que Molière a fait écrire ses pièces par Corneille, bon, c'est certainement faux. Mais quelque part, c'est un peu vrai, parce que Corneille s'entend partout dans Molière. Ils se connaissaient, bien entendu. Molière reprend, c'est son grand homme. Corneille, c'est quelques années avant. Il veut faire comme Corneille, mais il veut faire autre chose que Corneille, et il fait autre chose que Corneille. Mais évidemment, quand Tartuffe parle, on entend, comme ici exactement, que le type est faux, gonflant, que c'est du théâtre, que c'est pas vrai véritablement, mais les rythmes sont les mêmes exactement. Tartuffe parle comme un personnage de Corneille. Leur persécution, du temps que ma beauté m'était inséparable. Alors là, il faut que j'explique un petit peu. C'est simplement que autrefois, Matamor ne pouvait pas s'empêcher d'être beau. Il était tout le temps beau. Alors ça, c'est un problème, vous voyez. Bon, il y a des femmes qui s'en plaignent. J'ai des étudiantes qui me disaient c'est terrible, je suis trop jolie, je suis embêtée par ce fait-là. Voilà. C'est vrai, je crois que c'était vrai. Peut-être ça arrive à des hommes, pas à moi en tout cas, mais peut-être à Leonardo DiCaprio, d'être embêté. Donc, tant que ma beauté m'était inséparable, c'est ce temps-là, mais c'était terrible. Leur persécution me rendait misérable. C'est terrible, parce que j'étais tellement beau tout le temps, qu'elle me persécutait. Couche avec moi, viens, non pas Poupoule, mais viens, Matamor, viens, etc. Lui, il était misérable parce qu'il ne pouvait pas répondre à la demande. Peut-être la fiche complète, c'est pas possible. Leur persécution me rendait misérable. Les femmes nous courent après, c'est terrible, vous comprenez. Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer. Ouh! Voilà, bon, grâce. Donc, heureusement, voilà, on connaît par-ci par-là quelques hommes de ce genre, de temps en temps. Chacun d'entre nous en a rencontré quelques-uns qui croient que c'est comme ça. 1000 mouraient par jour à force de m'aimer. Oui, c'est bien. 1000 mouraient par jour à force de m'aimer, que c'est beau. 1000 mouraient par jour à force de m'aimer. Avec les M qui sont dedans, qui se répètent. On peut se dire 1000 mouraient par jour à force de m'aimer. J'avais des rendez-vous de toutes les princesses. Les reines à l'envie m'endillaient mes caresses, celles d'Éthiopie et celles du Japon. Alors, l'Éthiopie, le Japon, donc c'est un peu comme tout à l'heure le Mogor et la Perse. C'est loin, on ne sait pas très bien où c'est. Et donc, évidemment, là-bas, il y a des princesses. Elles sont évidemment extrêmement belles, elles sont parfaites. Et évidemment, ces reines mendiaient mes caresses. Alors, c'est très beau. Mendier mes caresses. Il faut se l'écouter vraiment avec la diérèse qui est devant. Elles abondent. Celles d'Éthiopie, celles du Japon. Dans leur soupir d'amour, ne mêlez que mon nom. Dans leur soupir d'amour, ne mêlez que mon nom. Alors on est précisément à 2 doigts de la poésie, non pas militaire, mais galante ici. Dans leur soupir d'amour, ne mêlez que mon nom. Ça pourrait être du Desportes, des gens comme ça, c'est-à-dire des gens de 1590 qui font de la poésie très belle, galante, etc. Vous l'isolez, c'est parfait, ça rentre bien, c'est un bel alexandrin, ça sonne bien, et simplement mis dans la bouche de Matamor, bon, ouais, d'accord. De passion pour moi de sultane troublèrent, c'est-à-dire donc on est en Moyen-Orient, on est en Turquie, en Syrie, vous voulez, les sultanes, il y en a plein, voilà, te troublèrent, c'est-à-dire elles se troublèrent, elles jurent un peu d'émotion, véritablement c'est un emploi qu'on avait au XVIIe siècle, le verbe troubler dans ce sens-là, sans mettre se troubler.
2 autres pour me voir du sérail s'échappèrent. Alors la grande rêverie occidentale jusque, disons, au XIXe siècle, c'est les harems, le sérail. Nous avons tous, nous les hommes, moi le premier, rêvé d'avoir un sérail, un harem, etc. Le bain turc, Ingres, enfin, vous voyez, les femmes qui nous attendent, plus ou moins nues, etc. etc. Voilà. Et qui sont dominées par le sultan, ce que vous voulez, etc. etc. Enfin, tous on rêve de ça vaguement, voilà. En même temps, on a un peu horreur, hein, voilà, c'est un peu terrible. Et donc, effectivement, c'est un sujet romanesque par excellence. Des femmes dans le harem, à top capé, vous voulez, s'évadent de temps en temps pour aller retrouver un beau cavalier, éventuellement français ou anglais, enfin généralement français, voilà, ou espagnol, pour le rejoindre. Et donc là, il n'y en a pas une, il y en a 2. 2 autres pour me voir du sérail s'échappèrent. C'est magnifique. L'autre déclinaison, quand c'est pas le sérail, c'est le couvent, bien sûr. C'est Don Juan. Il y a toujours quelques religieuses qui s'échappent du couvent pour venir rejoindre Don Juan ou un autre par là qui attend. Et donc, bon, voilà, un petit doute, il y en a 2. Hein, voilà. Et le trait génial sur lequel je voulais finir, c'est donc soudain, après cette vision merveilleuse et érotique et orientale des femmes qui s'évadent, j'en fus mal quelque temps avec le grand seigneur. Voilà. Alors pas longtemps, hein, pas longtemps. Il n'est pas si méchant que ça. Voilà, bon, on peut s'entendre avec Erdogan, ça va. Bon, il y a 2 femmes d'Erdogan qui s'enfuient, c'est pas grave. Enfin, si vous voulez, de Bachar el-Assad, de notre, voilà. Ils ont tellement, c'est pas grave. Mais bon, j'en fus mal quelque temps. Pas longtemps, et après c'est sympathique. Alors pour nous, effectivement, si on pense au sultan Erdogan, Bachar, on a des visions un peu d'horreur, mais au XVIIe siècle, ils ne savent pas très bien qui c'est, et donc c'est juste quelques représentations littéraires qui sont proposées, de même que quand Don Quichotte parle du grand seigneur, du sultan ou autre, hein, c'est vraiment de la littérature, véritablement. Mais ça plaît évidemment au public, parce que ça fait rêver. Et ça fait rêver, ça fait rire, bien sûr, donc tout ça en même temps. Et donc on a un personnage parfaitement ridicule, qui est outrageusement ridicule. Ce n'est pas comme Tartuffe, dans la comédie du même nom de Molière, qui est certes ridicule, mais qui n'est pas outrageusement ridicule. Quand il drague Elmire, quand il touche son étoffe en disant l'étoffe en est moelleuse, c'est un peu ridicule. Orgon, le mari, qui est abusé par Tartuffe et qui, au fond, ne voit pas que Tartuffe désire sa femme et désire aussi sa fortune, bon, il est un peu ridicule, mais il n'est pas outrageusement ridicule. C'est un personnage qu'on en rencontre, qui est critiquable, un peu ridicule, on peut en rire. Ici, on a un personnage qui pousse à l'extrême le ridicule. On ne connaît pas de matamor comme ça. On connaît tous des gens qui sont vantards, qui prétendent avoir toutes les femmes, etc. Bon, tout ça existe, bien sûr, dans les bars. Tout à l'heure, j'irai au Florida, peut-être j'en ai rencontré 1 ou 2, mais pas à ce point quand même. Donc, on a une créature de langage qui n'existe pas. On est dans le théâtre, c'est drôle. On va dire comme dans certains films contemporains, c'est pareil, on nous montre du cinéma qui est du cinéma. Par exemple, Emilia Pérez, évidemment tout ça est impossible, mais on voit bien que c'est du cinéma, ça plaît ou ça plaît pas, mais on est dans le cinéma, bon évidemment, voilà. Et on a le plaisir d'être au cinéma, de voir que c'est du cinéma et que c'est bien joué, bien monté, enfin un peu extraordinaire, et que ça dit des choses, bien qu'évidemment ce ne soit pas réaliste du tout. La question n'est pas là. On est dans notre espace. Et là, c'est un peu pareil, on est dans quelque chose qui est énorme, qui du coup plaît ou déplaît fondamentalement. Pour le Corneille un peu vieillissant, quand il fait se retourner vers son œuvre, il va s'étonner que ses pièces aient eu du succès. Il va s'en satisfaire. Il va dire, quand même, elle doit bien avoir quelques qualités, puisque ça a eu du succès. Mais ce n'est pas ce que je le referai maintenant. Parce que maintenant, je fais des pièces autrement, plus sérieuses. Sina, Horace et bien d'autres, bien sûr. Sertorius et les autres. Donc lui-même n'aura plus goût à cela. Et de manière presque un peu coquine, perverse, il dit, oui, quand même, bon, ça ne me plaît plus. Mais ça doit être pas mal quand même, parce que ça a marché. Voilà. Donc il n'est pas très content de ce qu'il a fait, mais il est très content que ça a marché aussi. Donc il est fier et pas fier de lui. Enfin, les 2 en même temps. Comme on peut imaginer, peut-être dans quelques années, le metteur en scène de Emilia Pérez, ce film, se dira, mais non, maintenant je reviens au film absolument réaliste. J'ai exagéré. Voilà. Et donc voilà un petit peu cette pièce extraordinaire qui n'est pas donnée au Théâtre de la Cité dans les semaines qui viennent, mais que vous pouvez voir évidemment sur Internet, qui sera redonnée un jour ou l'autre au Théâtre à Toulouse certainement, ou à Paris ou ailleurs. C'est depuis un siècle régulièrement donné à la Comédie Française, et beaucoup de grands metteurs en scène l'ont mis en scène. C'est vraiment très intéressant pour le théâtre contemporain. Alors on va arrêter là, et je vous souhaite de bonnes fêtes, et voilà. Vous venez d'écouter Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 9 décembre 2024, consacré à l'illusion comique de Corneille et plus précisément à l'acte 2, scène 1-2, vers 215-271.
Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.